Je partais en tapé et on a refait une interview parce qu'on l'a vu comme ça, c'est pas possible. On a refait une interview quand il est sorti. Bien, mesdames et messieurs, nous vous recevons dans ces nouveaux locaux du Parti socialiste que bon nombre d'entre vous, j'imagine, ont pu visiter avant que ne commence cette conférence de presse. J'espère que nous vous y verrons souvent. Nous ferons tout pour que vous y soyez bien reçus. Le Parti socialiste souhaite pouvoir travailler, mais il souhaite aussi que ce travail soit connu, étudié, critiqué. J'ai déjà eu l'occasion de relever à 3 reprises à quel point nous étions inquiets de l'inefficacité de la politique gouvernementale, et j'avais même joué avec la formule, mais cela avait une valeur de fond, remarqué l'inadaptation non seulement de la politique économique, mais de l'économie politique telle qu'elle est pratiquée par les gouvernements d'aspiration libérale en matière économique. Je vais me contenter de vous rappeler cette énumération. Depuis 3 mois, l'indice de la production est en baisse, les investissements se réduisent, les perspectives des exportateurs n'ont jamais été si désastreuses que depuis 15 ans, le franc a perdu 20% de sa valeur par rapport aux marques en 1 an, le déficit extérieur s'accroît, le chômage s'étend dans l'automobile, le bâtiment et même des secteurs de pointe, tels la machine-outil, le bâtiment, l'automobile. La hausse des prix ne se ralentit pas, la consommation d'énergie se maintient à son niveau antérieur, les faillites des petites entreprises se multiplient. Il s'agit bien de celles-là. On peut débattre crise ou pas crise. Il en est une dont personne ne doute, c'est bien la crise du capitalisme international. Quelles sont ses caractéristiques? D'abord, la baisse de la productivité du capital dans les pays capitalistes développés. Et par un effet bien connu de vous, cette baisse conduit les grandes entreprises multinationales à pratiquer l'inflation, l'exploitation des travailleurs étrangers, la concentration financière et industrielle entre un petit nombre de groupes au détriment des intérêts, de l'emploi et du développement des pays mêmes où le capital a pris naissance, de son absence de fermeté. Ce qui est certain, c'est que rien, à l'heure actuelle, n'est proposé par la France quant au circuit qu'utiliseront les capitaux des pays pétroliers prêtés aux pays consommateurs. Un gouvernement de droite appuyé sur une majorité conservatrice. Mais nous sommes économiques, le plein emploi et la réduction des inégalités, le consortium de banques européennes auprès des pays producteurs pour stabiliser la part du prix du pétrole que nous ne pouvons couvrir par des exportations immédiates. Distribution du pétrole, la France, à notre sens, devrait d'ailleurs prendre des participations à ce qu'il faudra bien un jour appeler la nécessaire compagnie. L'intelligence des hommes se substitue à l'anarchie du monde libéral. Là, le gouvernement se propose d'accorder une subvention à fonds perdu à une entreprise privée sans lui demander ce qu'elle entend en faire, ni exiger d'elle qu'elle garantisse l'emploi. Rappelons, si vous le voulez bien, les principes d'une politique. Au-delà du problème Citroën, à la constitution d'une compagnie nationale de très grande stature internationale autour de la régie Renault et regroupant les producteurs français. Une telle politique va dans le sens de la division internationale du travail. De telles entreprises uniques dans quelques secteurs de base, qui ne peuvent être que publiques, permettront seules, dans le cadre de l'évolution de l'ordre économique mondial, d'assurer l'autonomie économique de la France. Je ne crois pas à la possibilité historique d'une Europe libérale.
le grand capital ayant définitivement choisi une autre stratégie, celle d'une zone de libre-échange infiniment plus vaste que le territoire des 9 pays en question. Si vous le jugez nécessaire, je dis un mot, tout au moins directement, et j'observe que vous ne parlez que de ça. Entre les deux, cherchant une moyenne. Alors je répondrai aux questions qui vous intéressent. Si cela permet de resserrer les liens entre nos deux pays, dans l'indépendance respective, eh bien, je pense que c'est une très bonne chose. Est-ce que cela permettra à la France de pouvoir débattre de marchés nouveaux qui amélioreraient son commerce extérieur, aujourd'hui très déficitaire? Vous savez qu'on peut maintenant parler de 38 milliards de déficit annuel. Si je n'ai pas cité ce chiffre, je l'indique. Et de concourir avec les États-Unis d'Amérique et même avec l'Allemagne de l'Ouest aux équipements et au financement que souhaite la Russie soviétique, ce serait une bonne chose. Si la Russie soviétique et la France peuvent continuer aux deux bouts de l'Europe d'être le facteur politique que Russie et France ont longtemps représenté dans l'histoire, c'est bien. Si la Russie et la France sont en mesure d'intervenir de façon pacifique et en commun pour régler les points chauds du monde, notamment celui du Proche-Orient, c'est bien. Et je crois que tout cela est possible. Je crois que les contacts directs et personnels sont toujours heureux. Voilà pourquoi je me réjouis de voir le président de la République française inviter M. Brejnev à Martinique. Je pense qu'il y a beaucoup à se dire aussi. Malheureusement, je ne perçois pas beaucoup de solutions dans une conversation actuellement avec les États-Unis d'Amérique, qui ont pris l'habitude de procéder par commandement. Ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont pris sur eux de rompre l'équilibre du système monétaire international de Bretton Woods, de rompre avec l'or, d'imposer une certaine conception des droits de tirage spéciaux. C'est eux, on l'a oublié, mesdames et messieurs, c'est étrange, qui ont organisé le Nixon Round pour briser la politique commerciale du marché commun. L'augmentation du prix du pétrole les a dispensés de cet effort. Mais je crois qu'il existe assez de relations historiques profondes entre le peuple américain et le peuple français pour que si le président de la République dit quelques vérités au président des États-Unis d'Amérique sur le monstre capitaliste multinational, sur certaines stratégies inacceptables des services spéciaux et militaires américains, sur plus d'humanisme et de respect des valeurs profondes de notre civilisation par les États-Unis d'Amérique. Si le président de la République montre bien que l'Europe de l'Ouest aura une vie indépendante, ou bien n'en aura pas, et que toute tentative des États-Unis d'Amérique de mettre la main dessus signifiera l'échec de cette Europe, je pense aussi que cette conversation sera utile.